Je vais présenter le programme. Donc, j'ai changé de diapo très rapidement puisqu'on le présentera en détail au fur et à mesure, mais juste savoir qu'il y a trois parties. Une première partie très courte pour comprendre à quoi on fait référence lorsque l'on parle de corps et de mouvement en formation. Juste avoir les éléments, les notions, la terminologie. Une deuxième partie pour aborder pourquoi, quand et comment on va passer par le corps, par le mouvement, et en quoi ça permet de soutenir les mécanismes d'apprentissage. Et ensuite, la troisième partie qui nous tient particulièrement à cœur, parce qu'elle est vraiment au cœur de notre parti pris et de l'expertise de Laure. Là, on va partir de notre propre corps de formatrice, donc par transposition de vos corps de formateurs et formatrices, et de comprendre en quoi notre corps est support d'apprentissage. Alors évidemment, il y a l'aspect visuel, mais pas seulement. On verra que justement, ce corps, il est aussi incarné, il est aussi habité. Un mot sur notre parti pris. Donc, j'ai mis un fil rouge. Voilà. Bon, je suis peut-être en tout petit, mais sur les aspects kinesthésiques, je me promène toujours avec ma bobine de fil rouge que j'utilise comme métaphore pour autre chose. Mais là, je l'utilise comme métaphore de ce parti pris. Donc, il y aura une alternance de théorie et de recentrage sur vous-même. Alors évidemment, il y a beaucoup de théories, c'est un webinaire, donc on joue ce jeu-là, mais ce qu'on vous propose justement pour contrebalancer ça, pour les personnes les plus joueuses, c'est d'essayer de ressentir votre corps tout au long de ce webinaire. Donc pendant 2 heures, de ne pas oublier votre corps. On va vous y inviter à certains moments, d'ailleurs tout de suite, mais l'invitation est de rester en présence, en continu. Parce que, donc voilà, pour terminer sur ce parti pris, c'est que en fait, les mouvements vers l'intérieur, dans ce qu'on appelle les mouvements vers l'intérieur, c'est vers soi-même, vers nos sensations corporelles, sont en fait aussi importants que les mouvements qui sont plus extérieurs, qui se voient et auxquels on pense habituellement. Voilà pour ce programme en trois parties. Et donc, on commence avec la première partie. Hop, ça a été trop vite. À toi, Laure. Alors donc, on va commencer par un petit moment juste d'atterrissage, parce que chacune d'entre nous, on arrive d'activités différentes du matin. Et donc, on va juste prendre le temps de se poser. Et donc, je vous propose de fermer les yeux. L'idée, c'est un petit moment de recentrage, de pouvoir se rendre disponible à ce qui va venir, un petit moment voilà, d'atterrissage, en fait. Et puis d'expérimenter une écoute du corps si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de pratique, voir comment vous le vivez. Donc voilà, je vais vous proposer de fermer les yeux. Vous êtes confortablement assise, il n'y a pas de rigidité. Voilà, c'est comme si vous alliez vous regarder un bon film. Et donc voilà, ça va durer à peu près 5 minutes. Et donc l'idée, c'est de fermer les yeux déjà, avoir les pieds au sol et les mains posées sur les cuisses. Voilà, nos appuis, ils sont très importants parce que nos appuis, ils nous permettent de nous percevoir. Vous voyez. Donc, dans un premier temps, déjà, je vous propose de poser votre attention sur l'environnement sonore. Chacun, chacune dans un bain sonore qui est différent. Chaque son, vous pouvez poser votre attention dessus, comme si vous étiez dans un orchestre de musique et que chaque son, c'était un instrument de musique. Donc, chaque son a sa tonalité, son volume, sa mélodie, sa texture. Une distance par rapport à vous, une localisation. Voilà, ça c'est le bain sonore. Et on va laisser le poids du corps se déposer sur la chaise. Voilà, là c'est un moment, vous atterrissez pour repartir dans une nouvelle aventure. Donc c'est un petit moment pour vous, là, de présence à vous. Donc juste déposer les valises avec le poids de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à penser, tout ce qui peut vous causer du souci. Voilà, c'est hop, on laisse le poids du corps avec tout ce qu'on peut porter sur les épaules aussi. Voilà, on sent que comme ce poids qui décante, aussi tout ce qu'il y a dans une valise se dépose au fond de la valise, sur la chaise. Voilà, super.
Et ensuite, on va déplacer notre attention. Alors, on ne se concentre pas. On cherche rien. On laisse venir. Comme un bon film, on ne sait pas ce que ça va être. On est dans cette curiosité d'ouverture à la nouveauté. Et on laisse venir juste. Voilà. Comment sont les appuis de vos pieds au sol, par exemple? Est-ce que vous sentez que les appuis sont plutôt durs, osseux, ou plutôt moelleux, étalés? Voilà, super. Ensuite, pareil, vous déplacez votre attention sur les appuis des mains sur les cuisses. Est-ce que les mains, elles enveloppent les cuisses comme deux mouchoirs qui seraient posés sur les cuisses, ou alors c'est quelques parties des mains qui sont en contact avec les cuisses? Est-ce qu'elles sont lourdes, légères, sensation de froid, de chaud? Voilà, super. Et ensuite, on va déplacer l'attention sur les appuis des ischions sur la chaise, vous voyez, ou sur votre fauteuil, si vous êtes sur un fauteuil. Les deux petits os des fesses, là, les ischions. Voilà, est-ce que c'est des appuis qui sont durs, pointus, osseux, ou plutôt moelleux, étalés, voire peu- un peu perdus dans une masse? Vous voyez, c'est juste comme ça, on laisse venir, on voit ce qui apparaît. Voilà, super. Pareil, si vous avez le dos adossé à la chaise, comme ça, qu'est-ce qui vient tout de suite? Un appui osseux, moelleux, ou enveloppant. Voilà, et pour terminer, est-ce que vous avez une perception globale de votre corps? Donc là, pour aller vers la fin de cette première partie, je vais faire un petit moment qu'on appelle du storytelling. Je vais vous parler de moi, de nous et de la genèse en fait, de la coopération entre Laure et moi-même. Donc pendant 5 minutes, je vais vous raconter notre histoire. Euh, donc j'ai mis des photos de formation que j'anime donc effectivement au tracteur à Sainte-Gabelle. Donc voilà comment tout a commencé. En fait, depuis toujours, je suis habitée par cette question de la place du corps et du mouvement dans les processus d'apprentissage. Alors, je dis depuis toujours, c'est vrai que j'ai une pratique personnelle depuis que je suis toute petite, de danse, de théâtre d'improvisation, de clown. Et puis aussi, très important, je pense, je suis tombée dans la marmite familiale du corps petite, puisque je suis entourée de professeurs d'éducation physique et sportive. Toute ma famille sont tous profs de PS. Et ma maman, prof de PS, était aussi chorégraphe. Alors, il me semble que c'est ce bagage de pratique corporelle qui m'a servi en tant que formatrice. Donc, c'était très expérientiel, hein, en fait. Chez moi, j'avais pas encore théorisé tout ça. Je voyais de la chorégraphie partout, je ressens les rythmes, les énergies. Et puis un jour, c'est la phrase que j'ai écrite ici, j'ai osé dire, c'est un petit peu sorti tout seul dans une de mes formations de formateur-formatrice, hein, le module kit de survie pédagogique. J'ai dit, on forme avant tout avec son corps. C'était assez intuitif, hein. Ça voulait dire quoi en fait? Ça voulait dire par exemple oser prendre le temps de la cohérence entre la position des corps dans l'espace et le message transmis. Par exemple, le fait de s'asseoir autrement, de disposer la salle différemment et de changer d'espace à chaque nouvelle séquence, ça c'est quelque chose, c'était complètement intuitif alors qu'en fait, on va le voir au cours de cette conférence, en fait, c'est très important pour l'ancrage, la mémorisation, pour faciliter la structure, le fait de faire des séquences à différents endroits. Donc, c'était complètement intuitif. Qu'est-ce que ça voulait dire quand je disais comme ça, on forme avant tout avec son corps? Par exemple, ça pouvait vouloir dire de aiguiser le sentir en fait et de me faire confiance. Sentir si faut improviser, modifier la scénarisation que j'avais prévue dans l'animation d'une activité. Par exemple, arrêter l'activité lorsque l'énergie était haute.
Euh, Ça voulait dire aussi, ça, c'est assez flagrant sur les photos, mais donc dans mes débuts de formatrice, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, bah, immédiatement, enfin dès que j'ai commencé, j'avais l'impulsion de faire sortir de la salle. C'était un peu une lubie. J'enlevais toutes les tables ou alors, dès que c'était possible, on prenait le temps de sortir, d'aller dehors au contact de la nature et bouger en fait, bouger dehors même, je peux dire bouger dehors, ça me semblait nécessaire. Euh, pour continuer un petit peu donc cette histoire, j'ai la chance d'être entourée de formateurs et de formatrices. Évidemment, dans les formations que j'anime, j'ai que des formateurs et des formatrices qui viennent, occasionnels, débutants, confirmés. Et puis, tous les collègues de ma coopérative et de mon association aussi formatique. Donc, je suis entourée de formateurs et de formatrices. Donc, évidemment, on a plein d'échanges, on se voit, il y a des réseaux. Et au travers de toutes ces discussions avec ces formateurs et ces formatrices, j'ai eu l'occasion de confirmer leur besoin de remettre le corps et le mouvement au cœur des apprentissages. Chaque fois qu'on abordait ces questions, c'est pas forcément moi qui l'abordais, ben, on se redisait que le corps reste le grand absent de nos savoirs, je veux dire occidentaux de façon générale, et puis de façon plus spécifique, le corps, même si c'est en train de bouger, c'est un peu encore un angle mort. C'est encore assez peu abordé dans les cursus et les parcours de formation des enseignants, des enseignantes, formateurs et formatrices. Il y a un dernier point qui me semble important de vous raconter, c'est que il y a la question de l'épuisement. On ne l'a pas encore nommé, cette question de l'épuisement. Elle revenait aussi très très souvent dans ces discussions que j'avais avec mes collègues et amis formateurs, formatrices. Et il semblait que pour le prévenir, cet épuisement, pour éviter d'être dans des zones de fatigue intense, l'écoute de soi et du corps semblait être une clé. Ça semble assez évident dit comme ça. Je peux vous confier que dans donc, le kit de survie pédagogique, c'est arrivé plusieurs fois que je me retrouve avec des groupes entiers, 8 personnes, qui avaient vécu un burn-out ou qui étaient encore en train de traverser ce burn-out. Voilà. Et donc pour terminer, cette entrée en matière, je peux aussi vous parler de mon expérience de la marche, qui a été très intéressante pour moi. Donc seule, pour réfléchir, pour construire des formations, je sais que je partais en balade, donc j'habite en Ariège, Laure aussi. Et à chaque fois, je revenais avec plein d'idées, j'étais plus créative, plus efficace. J'ai proposé ces pratiques de marche aussi à mes apprenants et mes apprenantes lorsque c'était possible pour de l'accompagnement, du tutorat. Et à chaque fois, les retours qu'on me faisait, c'est que c'était beaucoup plus puissant et qu'on allait plus loin, que c'était plus efficace. Et donc, j'ai rencontré Laure, voilà, dont la somatopsychopédagogie est le métier, alors que moi, là, tout ce que je vous raconte, c'était intuitif, c'était de l'expérientiel. Et donc, Laure était la bonne personne pour construire enfin cette formation qui me tenait tant à cœur. Et on l'a construite en marchant. C'est vrai, en fait, on voulait que le chemin ait le bout du but. On se donnait des rendez-vous, alors soit en vrai, soit téléphonique, et on réfléchissait en marchant. Voilà. Et alors justement, la marche, on peut faire une petite ouverture très rapide sur les philosophes, parce que les philosophes, bah, ce sont bien ceux qui mettent en mouvement la pensée, mais vous allez voir que, je vais citer Socrate, la marche a été très importante dans son parcours. En fait, il s'avère que quand il a changé de type de promenade, qu'il a changé d'environnement, de lieu, ben, ça a modifié sa pensée. Quand il était plutôt en ville, il partait du concret pour arriver à l'idée, hein, tous ces objets. Et quand il est parti se promener, c'est un peu, un peu à gros traits, hein, mais je vais aller vite pour juste faire une petite ouverture. Quand il est parti se promener plutôt à la campagne, ben, c'est là qu'il a commencé à être attiré vers le lyrique, la mythologie. Alors, un petit réveil. Le mot péripatéticienne, d'après vous, quelle origine étymologique? Vous pouvez bien sûr utiliser le chat, s'il y en a qui le savent. Est-ce qu'il y a un lien avec notre sujet? Alors effectivement, il y a la marche. Ouais, il y a la marche, tout à fait, c'est la marche, c'est ça. Eh bien, c'est Aristote qui a fondé l'école péripatéticienne, en fait, hein, du grec ancien, péripatétikos, qui aime se promener en discutant. Et effectivement, il enseignait au lycée d'Athènes en marchant avec ses élèves. Alors, on pourrait parler de Rousseau aussi, hein, on trouve pas mal d'écrits où il explique à quel point la marche était importante pour lui, et Nietzsche qui a même écrit des ouvrages intégralement en marchant.
Voilà pour cette ouverture sur la marche et les philosophes. Mais au fait, quand on va parler de corps et de mouvement, Laure, dis-nous, de quel corps parlons-nous? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, quand on pense à corps, on a l'habitude, corps et mouvement, en fait, on pense à corps physique, un corps qui se déplace dans l'espace, et voilà, on pense beaucoup moins à ce corps intérieur, à ce corps qui est vivant, sensoriel, riche d'émotions, de ressentis, ce que vous avez pu expérimenter là dans cette introspection. Et, euh, et nous, on va s'appuyer sur les deux. C'est-à-dire, on a ce corps physique qui nous sert à, à la fois, on va dire que c'est un corps plus un corps objet qui va nous servir à faire des choses, un corps outil euh, dont on prend soin aussi de notre santé physique, mais qui va être parfois perçu plus dans une forme de performance, à la fois dans le sport ou même de manière cérébrale, en fait. On va utiliser cette partie de notre corps pour, voilà, dans un but, dans un objectif. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a cette partie physique qui se donne à voir en mouvement, et puis il y a cette partie intérieure qui est importante à prendre en compte. Donc il est question d'habiter son corps. Et c'est ça qu'on va mettre au service de l'apprentissage et qui va renforcer l'apprentissage. Et quand on pense au mouvement, c'est vrai que voilà, le sujet là, c'est le mouvement au service de l'apprentissage. Donc de quel mouvement on parle? On pense effectivement au mouvement des corps en premier. Donc effectivement, on va aborder ce sujet, le mouvement des corps des apprenants et des apprenantes, et puis de notre corps de formateurs, formatrices. Il y a aussi la question, alors c'est très lié à la question de l'environnement, euh, l'utilisation du mobilier, de la salle, de l'extérieur éventuellement, parce que nos corps, ils bougent dans l'espace, donc c'est lié en fait, le mouvement des corps et l'espace qu'on va utiliser, comment on va l'utiliser. Et puis, qui dit mouvement, dit rythme en fait, il y a une musicalité en fait dans ce mouvement, à la fois, ça peut être dans la parole aussi, il y a les silences. Et puis, on bouge, et puis des fois on bouge plus. Voilà, comment est-ce qu'on met tout ça en musique? Que Julie abordera ça tout à l'heure, chorégraphier sa formation. Donc effectivement, dans l'objectif de mettre du mouvement dans la formation, on vise l'apprentissage, donc la pensée, de mettre notre notre pensée en mouvement. Euh, voilà, tout ça c'est lié en fait, tous et comme comme je le disais tout à l'heure, voilà, dans la partie, dans notre partie, on va dire plus corporelle mais intériorisée, ben, il y a toute cette partie sensorielle, toute cette partie émotion qui va être aussi support d'apprentissage, qui fait partie de notre corps et de ce qu'on peut mettre en mouvement. Donc, prendre soin de cette partie sensorielle et émotion comme support d'apprentissage. Voilà, donc ça nous permet de rentrer dans notre deuxième partie qui va être le corps des apprenants, le corps des stagiaires en mouvement. Donc, on propose, donc Laure, je te laisse la parole, simplement une autre petite synthèse sur une diapo de tout ce que vous avez écrit, tout à fait. Voilà, c'était très riche. Vous avez, je crois, passé en revue pratiquement tout ce qu'on pourrait aborder. On a classé ça, en fait, toutes vos idées, elles ont été classées en trois catégories. Donc deux principales. À gauche, là en vert, vous avez tout en quoi le mouvement, s'appuyer sur le mouvement, ça va renforcer des mécanismes d'apprentissage, effectivement. Vous avez cité renforce l'attention, la compréhension, la mémorisation, une participation active, la créativité aussi, j'ai lu. Et puis, ça va permettre de s'appuyer sur, de diversifier les canaux d'apprentissage, qui sont principalement la vue et l'ouïe. Là, en passant par le corps, on va pouvoir reposer un peu ces deux canaux d'apprentissage qui sont très sollicités en formation, en passant par la voie du corps. Donc voilà, dans la partie gauche, là en vert, voilà, on voit que le mouvement, ça peut renforcer les mécanismes d'apprentissage par par ces différents biais-là.
Et de manière plus indirecte, euh, dans la deuxième colonne, là, on voit que le mouvement des corps des stagiaires va pouvoir induire des états internes positifs et de ce fait contribuer à renforcer les mécanismes d'apprentissage. Donc en prenant soin des corps, de notre bien-être, de nos biorhythmes, euh, de mettre du plaisir, de la joie, du jeu, du rire, créer la cohésion, la confiance, voilà, l'engagement, la motivation que vous avez cité. Donc voilà, ces états internes positifs qu'on va pouvoir induire en mettant les corps en mouvement dans des séquences pédagogiques, ça va renforcer ces mécanismes d'apprentissage de manière plus indirecte, mais ça contribue fortement. Et voilà, on s'est dit qu'une troisième colonne était quand même bienvenue, c'était celle de une forme de responsabilité sociétale. Alors ça englobe tout ça, on va dire, c'est une catégorie bonus, une colonne bonus. Le fait qu'on prenne soin de en prenant soin des corps, on va prendre soin de notre santé, de la santé des stagiaires et de la nôtre aussi. Voilà, remettre de la joie, de la bienveillance, de la coopération, plus de vivant plus de vivant et d'humain dans nos formations. Voilà, on peut dire que ça serait notre responsabilité sociétale de formateurs et de formatrices. Et, euh, et donc de mettre plus de corps et plus de cœur dans un espace de formation où il y a beaucoup la tête, en fait, cette prédominance de la tête et du mental. Donc, rétablir cet équilibre tête, corps, cœur. Voilà. Et pour prendre soin de soi, et comme disait Julie aussi, y compris nous, mais les stagiaires aussi, en fait, de cet équilibre-là en formation, pour pas sortir d'une formation épuisée, parce que le cerveau a été tellement sollicité. Donc voilà pour ces trois catégories. Alors tout de suite, bien sûr, on va penser, oui, mais comment on fait? Et les freins. Les freins, tout de suite, comment oser? Ça va être des peurs qui vont arriver tout de suite. Alors, les freins des stagiaires, on peut être face à des stagiaires qui vont être plus ou moins motivés déjà à la base, plus ou moins engagés dans la formation, parce que des fois, ils ont pas choisi, qui peuvent être plus ou moins passifs, et on peut être habitué à des publics comme ça, où on se dit, mais si en plus je leur dis de bouger, ça va. Voilà. On- Nos propres freins vont souvent être des freins qu'on imagine, c'est chez les stagiaires. Donc, on peut se dire aussi hein, que des stagiaires peuvent avoir la peur du regard des autres, donc la peur de mobiliser leur corps et d'être vus. Une certaine aussi représentation de la formation, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ben voilà, se former, c'est quelque chose de cérébral qui mobilise le mental et pas le corps. Donc on voit pas, ces personnes-là vont peut-être ne pas voir le rapport, l'intérêt en fait à ce genre de séquences qui vont mobiliser le corps. Voilà, des croyances, la culture aussi, des manques de repères corporels, c'est-à-dire de ne pas être à l'aise avec son corps dans une activité physique, de se sentir mal à l'aise, pas très bien comprendre les consignes ou voilà, ne pas manquer de repères corporels et puis le handicap aussi hein, qui peut être un frein. Mais voilà, tout ça peut se prendre en compte et on peut lever euh, des, des leviers en fait pour lever ces freins et oser nous-mêmes. Alors, il y a on va dire le grand, euh, le mot-clé, ça va être la progressivité déjà, à la fois pour nous-mêmes et puis pour les stagiaires pour nous-mêmes d'y aller progressivement dans des propositions, y aller pas à pas. Enfin, on va pas se proposer de faire danser un amphithéâtre le premier jour. Voilà, on va y aller tout doucement, pas à pas. Et pareil pour les stagiaires, suivant, prendre en compte le type de public qu'on a et y aller tout doucement. Peut-être au départ proposer des activités en mouvement en sous-groupe
plutôt que face à tout le monde. Voilà, par exemple. Voilà, la progressivité. Et puis, expliquer les choses. Donc, ça va être poser un cadre. Dire dès le départ que on va prendre en compte voilà, notre corps, notre bien-être, euh, expliquer comme dans la diapositive avant, là où il y avait ces catégories-là, expliquer en quoi c'est important. C'est-à-dire poser le cadre, comprendre pourquoi donner du sens, pourquoi on mobilise le corps, pourquoi ça va faciliter l'apprentissage. Pas obligé d'en parler longtemps, mais c'est juste le nommer. Voilà, et puis montrer l'exemple pour mettre à l'aise. Donc déjà s'exposer soi-même, donc comment on va pouvoir se sentir à l'aise nous-mêmes pour donner confiance, inviter. Voilà. Donc parfois ça peut demander, si on n'est pas très à l'aise avec son corps, ça peut demander de faire aussi des pratiques aussi soi-même dans ses activités euh, à côté, en fait, des activités plaisir, loisirs qui vont permettre d'aller vers plus de bien-être, plus de confort avec son corps. Voilà pour, voilà pour les freins. Donc, je vais laisser la parole à Laure, on va le faire à deux voix, mais c'est toi qui vas commencer. Euh, donc, on va vous parler en fait de nos trois catégories. On a fait une espèce de typologie. Donc, quand on se centre sur le mouvement du corps des stagiaires, le mouvement des stagiaires en formation, ben, on peut être dans trois cas de figure un petit peu différents. Ces trois catégories sont poreuses. C'est pas du tout une science exacte, c'est notre propre pardon, notre propre catégorisation. Donc l'idée, voilà, c'est pas de savoir exactement dans quelle catégorie on est, mais le fait de structurer comme ça, on trouve que ça ouvre des possibles et que ça permet de se repérer plus facilement quand on parle de mettre en mouvement les stagiaires. Et oui, et préparez-vous à chatter parce qu'évidemment, à chaque fois, à chacune de ces trois catégories, on vous invitera à partager des activités, de nommer quelles activités vous faites déjà dans la catégorie qu'on vient de d'écrire. Alors la première. Alors, on a des séquences, donc les stagiaires en mouvement, ils vont pouvoir être en mouvement dans les séquences pédagogiques, dans les séquences d'apprentissage, et puis entre les séquences d'apprentissage. Donc là, la première séquence, la première catégorie, ça va être euh, les stagiaires en mouvement entre les séquences d'apprentissage pour prendre soin du rythme et de nos états internes. Donc voilà, vous utilisez sûrement des brises-glaces qui ont souvent une mise en corps possible. C'est vraiment la voie d'accès du corps assez privilégiée. Des dynamisants, hein, quand on sent que l'énergie est un peu en train de retomber, on peut proposer des petites séquences en mouvement pour refaire un peu monter l'énergie. Et puis au contraire, quand ça a été très très actif, voilà, revenir à soi, s'apaiser. Voilà, ça peut être d'autres types euh, de séquences. Et puis il y a les pauses, hein, bien sûr, qui vont être des moments où on va prendre soin de nos rythmes et de nos états internes, et, euh, et où là le mouvement va être forcément engagé pour aller à la cafétéria ou aux toilettes. Voilà, donc là, dans ce type de séquence, on va prendre soin des états internes positifs. On a vu qu'indirectement, ça soutient fortement les mécanismes d'apprentissage. Et comme exemple, donc après, on vous demandera hein, si vous avez des exemples, on vous proposera de mettre dans le chat. Mais déjà, on voulait vous présenter, nous, deux exemples qui sont importants pour nous, dont un que enfin, bon, on utilise hein, dans nos formations, qui sont des interséquences d'intégration. Parce que souvent, une habitude qu'on pourrait avoir, parce qu'on a notre objectif et notre scénario pédagogique, et la peur de manquer de temps, ou des fois il y a une pression du temps. Enfin bon, on va passer de séquence en séquence sans prendre soin des moments d'intégration.
Donc, c'est juste de proposer entre des séquences d'apprentissage, de proposer des petits moments, juste 1 minute, 2 minutes, mais un moment où on va pouvoir juste fermer les yeux, juste reprendre contact avec soi, respirer, comme vous venez de le faire là, juste noter, voilà, pour avoir le temps de noter ce qu'on retient de cette séquence-là. Voilà, ces petits moments de ce mouvement vers soi, voilà, ce retour vers soi. Parce que sinon, on est habitué hein, dans notre éducation, hein, depuis tout petit, c'est comme ça, notre attention, elle est portée vers l'extérieur, tout le temps, tout le temps. Et en formation, ben voilà, c'est ça, hein, c'est comme à l'école, souvent, toute l'attention portée vers l'extérieur. Donc, c'est prendre soin de ce moment de retour vers soi. Voilà, c'est un moment d'intégration où voilà, on va reprendre son souffle pour repartir. Et toi, Julie, ouais, tu nous présentais peut-être Oui, alors cette c'est un séquence. exemple, un autre exemple, on a écrit présentation des prénoms avec signature corporelle. Donc ici, là, pour bien repréciser, dans cette première catégorie, plus de son. Vous m'entendez, c'est bon? Si, si, il y a du sang, Julie, c'est bon. Ok, merci Lauriane. En fait, là, on est entre les séquences d'apprentissage. Bien sûr, on est sur des séquences de formation. Quand on présente les prénoms, on est souvent dans une introduction. Bien sûr, c'est une séquence en tant que telle qui est très importante, mais on n'est pas sur une séquence de contenu, hein, c'est ça qu'on veut dire. Des exemples, là, il y en a des milliers. Il y a des tas de banques d'Energizer, de brise-glace. Enfin, vous allez en mettre quelques-uns, vos favoris. Donc, c'est un parmi plein d'autres, juste pour donner du concret. Je suis sûre que parmi vous, il y en a qui le connaissent déjà. C'est le fait de proposer aux personnes de se présenter. Donc, par exemple, il y a 1000 variantes, mais on peut se mettre en cercle. Chaque personne va se présenter, donc soit uniquement son prénom, soit plus d'éléments selon le contexte de la formation, sa durée, etc. Mais on va lui proposer d'associer, donc de ne pas rester que dans l'oral, mais d'associer son prénom avec une signature corporelle. Donc, par exemple, moi, j'aime bien la danse, donc je vais dire, ben, je m'appelle Julie et ma signature corporelle, ça va être ça, par exemple. Et ensuite, on propose à tout le monde de reprendre en chœur la signature de la personne. En fait, on se rend compte qu'on retient beaucoup mieux, c'était totalement improvisé, les prénoms des personnes. Et en plus, oui, ça a un effet brise-glace. Bon, c'est un petit exemple très facile. Alors évidemment, ça renvoie tout de suite, dès qu'on est dans une mise en jeu du corps, à la question des freins et de la progressivité, de comment on s'inclut dedans et est-ce qu'on le sent. Bien sûr, il y a toutes ces questions qui se posent. En tout cas, c'est un exemple. Je peux partager tout de suite que le fait d'avoir des activités, des passions, des activités corporelles qui soient créatives, artistiques ou sportives. Par exemple, bon, moi, je parlais de la danse ou du clown. C'est une activité, un exercice de présentation qu'on fait beaucoup en clown ou en danse. Et donc, on peut puiser aussi dans nos activités passion, quoi, soit artistiques, soit sportives, des idées en fait, de l'inspiration pour mettre en jeu le corps. Parce que comme on l'a vécu nous-mêmes plusieurs fois, qu'on la connaît, on y croit, on peut évidemment la détourner. Puisque là, l'idée, c'est simplement d'avoir un temps de présentation de façon un peu ludique et de retenir les prénoms c'est ça l'objectif, hein, des personnes qui composent le groupe. Mais du coup, j'ai été puisée voilà, dans mon vivier d'activités, dans mes activités passion. Donc là, on rentre dans les séquences d'apprentissage où les corps des stagiaires vont être en mouvement. Donc donc ce premier type là, ça va être euh, l'ancrage spatial et sensoriel qui va être favorisé en utilisant un déplacement dans l'espace. Donc l'idée là, c'est d'associer un message clé à un lieu. Euh, et donc, Julie, là, tu nous avais parlé tout à l'heure, en fait, que tu avais l'habitude d'utiliser l'espace, en fait, et je le fais aussi, hein, mais en formation, d'utiliser, même dans une salle, d'utiliser tous les murs, d'utiliser, voire plus, en fait, mais je te laisse développer. L'idée, en tout cas, c'est que d'utiliser
l'espace, ça va permettre, en associant une idée, un contenu à un endroit, à un lieu, euh, avec un éveil sensoriel, on va renforcer la mémorisation, voire la compréhension. Ouais. Puis, bon, c'est toujours Oui. induire des états internes positifs. Ça, c'est toujours Mm. en background. Oui, toujours, ça c'est à chaque fois ce cercle vicieux. Oui, bah tout simplement, effectivement, on l'a déjà évoqué. Bah, dans le moment de préparation de la formation, dans la scénarisation pédagogique, moi c'est vrai que j'aime bien connaître les lieux à l'avance. Ça m'aide dans ma scénarisation. Bon, c'est du confort parce que sinon, bien sûr, on s'adapte, mais sinon refaire la scénarisation quand j'arrive dans un nouveau lieu que je connais pas, j'ai toujours dans mon scénario une colonne, puisque c'est un tableau, hein, sous forme de tableau, le scénario pédagogique, une colonne avec dans quel espace, le lieu et la position des corps. Et donc là, je regarde, je dis, bah tiens, telle séquence, elle va se faire plutôt ici, je vais pouvoir utiliser le mur. Ensuite, on va se déplacer là-bas, quelle heure il est, je regarde la météo aussi, je me dis, oui, 10 heures, ça va, c'est en été, il fera pas encore trop chaud. Enfin, j'imagine comme ça. Donc là, je suis dans une pratique de scénarisation et ça permet en fait, d'associer vraiment une séquence avec des messages clés, avec un contenu à un lieu. Et je me rends compte qu'en termes de mémorisation et même d'apprentissage, ça aide énormément. Une pratique enfin, pardon, une activité qui peut être chouette pour aller encore plus au bout de ça, là, d'associer un message clé, une séquence à un lieu, c'est à la fin de la formation ou de la journée de formation de faire une espèce de filage en fait, c'est-à-dire de repasser par tous les lieux, enfin tous les espaces dans lesquels on a eu une séquence et à chaque espace de prendre un temps et de se dire bah là c'était quoi le message clé, de le faire ensemble en fait en groupe. Donc on repasse comme ça par tous les lieux de la formation, ça prend 10 minutes, enfin, 15, c'est une séquence de clôture. Voilà, bon, c'est assez simple, mais c'est une catégorie en soi. Donc là, on était dans la catégorie précédente, c'était l'ancrage spatial et sensoriel. Là, c'est comment les corps eux-mêmes, les corps des stagiaires, vont être support d'apprentissage. Donc, euh, l'idée derrière, c'est comment on peut s'appuyer sur le corps pour comprendre avec le corps, faire vivre une expérience pour comprendre avec le corps. Ok. Donc là, on est directement dans une catégorie où c'est de la cognition incarnée, de la compréhension incarnée, en s'appuyant sur bah, les cinq sens, les émotions et le mouvement. D'accord. Donc bien sûr, ça va aussi renforcer la mémorisation parce qu'on a vécu l'expérience dans notre corps, on l'a compris, on l'a vécu dans notre corps. Donc moi, j'ai un exemple à vous partager d'une formation que j'anime pour des aides-soignantes dans un EHPAD qui s'appelle le toucher de relation pour la personne âgée ou en perte d'autonomie. Donc, mon idée dans cette séquence, donc c'est une séquence où je vais proposer euh, d'expérimenter, c'est un réveil sensoriel du toucher. Donc, mais derrière, moi, j'ai l'idée euh, que les personnes fassent l'expérience de la vulnérabilité, pour qu'elles prennent conscience de comment c'est pour une personne âgée d'être accompagnée, quand ça va trop vite, voilà, la peur de trébucher, tout ça. Donc j'ai cette idée-là derrière la tête, mais voilà, je le présente comme un petit réveil sensoriel du toucher. Et donc les personnes vont partir en duo. Euh, L'une d'entre elles a les yeux bandés et l'autre va la guider. Donc en extérieur, ça c'est l'idéal s'il pleut pas, voilà, de pouvoir, elle va la guider et elle va lui faire toucher une écorce d'arbre, une fleur, de l'herbe, un mur. Vous voyez, enfin c'est un réveil sensoriel du toucher. Donc, elles font leur expérience, elles partent en duo et puis elles reviennent. Et en fait, ce qu'elles partagent, c'est bah, qu'elles ont eu peur, que ça allait trop vite, que bon, elles partagent aussi qu'elles ont, bien sûr il y avait ce côté de la curiosité et de l'éveil du toucher, mais elles partagent aussi elles avaient les yeux fermés
et que c'était une expérience à la fois nouvelle et puis voilà, elles partagent toute leur vulnérabilité en fait, tout ce qu'elles ont vécu de voilà la peur de trébucher, que ça allait trop vite, voilà tout ça. Donc c'est, vous voyez là, il y avait une notion derrière qui n'a pas été présentée au départ et donc qui a été vécue vraiment dans l'expérience. Et, euh, et donc là, je me dis que l'objectif, il a été atteint, voilà, de pouvoir vivre l'expérience et de le comprendre avec son corps, cette notion de vulnérabilité, dans l'idée qu'après, elles pourront en prendre, en prendre soin. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple hein, qui est pas, enfin, qui est applicable aussi dans d'autres domaines, hein, parce que dans l'accompagnement, le coaching ou l'accompagnement d'une manière générale, voilà, c'est aussi une expérience qui peut se faire, qui peut se vivre. Ce que je peux dire aussi, c'est que cette idée-là, elle est venue de mon expérience du clown aussi. Parce que comme Julie, j'ai pratiqué aussi pas mal le clown. Et, euh, et c'est une expérience que j'ai vécue et que j'avais trouvée extraordinaire. Et voilà, donc c'est faire partager quelque chose qu'on a aimé vivre. Là, déjà, on engage beaucoup de soi et de confiance aussi. Donc j'ai puisé, voilà, j'ai puisé aussi, je puise beaucoup dans mes expériences d'activités extra-professionnelles, mon inspiration. Voilà, après, voilà, les jeux de rôle, hein, les jeux de rôle, qui peuvent être drôles aussi, mais les jeux de rôle sont un exemple de compréhension incarnée, parce qu'on va vivre vraiment l'expérience et on va le comprendre avec son corps. Et puis, ça met en jeu les émotions, ça met en jeu les sens, c'est très global, hein. Euh, Et je vois la question, oui, que vous pourriez avoir peur que les personnes se sentent manipulées si l'objectif n'est pas explicite au départ. Alors oui, c'est sûr, l'idée c'est que les personnes se mettent pas en danger, euh, mais voilà, il n'y a pas de, comment dire, même si comment dire, cette séquence pédagogique là, le toucher, euh, et l'éveil du toucher, elle a du sens en elle-même. Ça fait partie des objectifs pédagogiques de cette séquence. Donc, même sans l'idée de la vulnérabilité derrière, ça fonctionne très bien, en fait, cette séquence. Oui, donc il y a pas de... Mais je comprends, hein, l'idée, c'est pas de manipuler les gens derrière, hein. Oui, je vois qu'on pourrait arriver à, à créer des choses qui pourraient mettre mal à l'aise, ouais. Mm. Ouais, effectivement. Donc voilà, vous voyez, il y a un objectif derrière, mais, euh, mais sans mettre en danger. Donc voilà, le jeu de rôle, le jeu de Est-ce que, rôle. est-ce que vous-même, vous avez des exemples de ce que vous pratiquez dans ce qu'on peut appeler compréhension incarnée, le fait de faire vivre en fait une notion, un apprentissage par le corps. Donc ouais, je vois les... Sur des apprentissages très intellectuels. Alors, on n'est pas spécialiste sur... On avait eu la dernière fois aussi une question sur l'apprentissage du français et de la grammaire. Euh, Peut-être il y a des choses à trouver, mais il faudrait y réfléchir là comme ça, j'en sais rien. Je pense que Effectivement. derrière, il y a Ouais. pardon, Oui, vas-y, derrière, je vas-y. crois qu'il y a la question de est-ce que en mobilisant les corps et en mettant les stagiaires en mouvement, on va pas perdre leur qualité d'attention, en fait. Je vois qu'il y a quelque chose par rapport à Mm, l'attention. mm, Ce qu'il faut avoir en tête, mm, c'est que la capacité d'attention, elle va être max 20 minutes. Donc après, il faut forcément trouver la manière mm, de remobiliser en changeant, notamment en changeant nos canaux d'apprentissage et apprendre avec le corps. Alors oui, effectivement, ça va mm, mobiliser, souvent ça va mettre aussi un peu d'animation, de dynamisme, de la joie, du mouvement en fait, hein, dans tous les sens du terme, mm, du rire, euh, du lien. Mais tout ça, c'est vraiment super important pour l'engagement, la cohésion, la motivation à apprendre. mm. Donc c'est comme un juste dosage, effectivement.
peut pas être que dans le jeu tout le temps, sinon on va s'éparpiller du mouvement tout le temps. Mais voilà, c'est un juste dosage. C'est pas souvent cette dernière catégorie, elle est un petit peu vue comme le Graal. En tout cas, c'est quelque chose que beaucoup, et nous les premières, on aimerait faire souvent. Et parfois, justement, c'est pas si évident que ça s'y prête pas. Donc, on va se rabattre sur les deux autres catégories où on va proposer des ancrages, ou on va le faire plus sur du visuel. Euh, Peut-être je peux donner un autre exemple sur la notion de systémique, de systémie, de système. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait cette expérience pour comprendre la notion de système où tout est interdépendant. Alors, c'est pareil, il y a plein de variantes. Euh, j'ai pas révisé, mais en gros, il y a une personne qui doit rester à équidistance de nous, et nous, on doit rester à équidistance d'une autre personne, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, on se place, et ensuite, n'importe qui commence à bouger. Et du coup, tout le système bouge. Et on le fait, mais c'est explicite. Et puis à la fin, on parle, voilà, et ça permet de vivre vraiment cette notion de systémie. Mais c'est pas évident, justement, c'est de trouver les bonnes activités par rapport à ça. Par contre, quand on y arrive, c'est extrêmement puissant, effectivement. Alors, on va faire une pause après cette partie qui est assez courte. Donc, si vous avez encore un petit peu d'attention, je vais vous parler de chorégraphier sa formation. En fait, il s'agit d'envisager l'espace scénique de la formation, hein, fait exprès de mettre une image comme ça un peu provocante, comme des potentialités de mise en mouvement. Donc il y a un peu deux temps dans cette chorégraphie. Il y a le temps de la préparation, de l'écriture chorégraphique. Donc là, c'est le scénario pédagogique que j'ai déjà évoqué, où on va mixer diverses variables sur lesquelles on peut jouer. Euh, et puis le temps de l'improvisation du vivant. Donc la chorégraphie, elle est vraiment sur les deux temps, dans l'écriture et puis dans l'improvisation et dans le vivant de ce qui se passe. Euh, donc pour construire cet espace scénique, pour construire l'espace de la formation, puisque les corps vont évoluer dans un espace, il y a de nombreuses variables possibles de l'espace et puis du rythme que j'aborderai juste après. On peut jouer sur ces différentes variables de l'espace. Je vais en citer là quelques-unes pour ouvrir un petit peu le champ des possibles. Je vous propose de vous demander je vais en citer une petite dizaine. Je vous propose de vous demander à chaque fois que j'en cite une, si vous l'utilisez déjà, et si vous l'utilisez pas, est-ce que vous auriez envie de le faire? Et vous pouvez partager vos réflexions dans le chat. Alors, dans les composantes de l'espace, je commence par des grands classiques. La nourriture intellectuelle, là, par exemple, on peut créer un espace ressources biblio où on met des ouvrages, des articles. On peut utiliser aussi la lumière naturelle qui entre dans la salle. Comment on met ça en scène? On peut réfléchir à la vue, donc troisième variable, la vue pour les apprenants et les apprenantes. Donc, est-ce qu'on souhaite que pour telle séquence, ça soit une vue vers la nature, une vue dégagée, mais aussi la vue pour moi en tant que formatrice. C'est important de prendre soin de soi, de s'inclure, on va y venir. Quatrième variable, évidemment, les espaces extérieurs, le fait d'emmener dehors. La météo est une variable en tant que telle, quand on forme en extérieur, et le lien avec le vivant, avec la nature. Évidemment, cinquième variable classique aussi, donc là on ne le voit pas sur la diapo, mais il y a tous les espaces annexes à la salle principale où on peut faire des sous-groupes, des binômes. Sixième variable, le mobilier et le matériel qui est déjà présent. Donc quand on arrive dans une salle, comment on peut tirer parti de cet existant? Septième variable, alors là, c'est un petit peu moins évident. Les notions de sensorialité pour l'espace. Alors la sensorialité, hein, je fais référence aux cinq sens. Donc par exemple, les odeurs, les couleurs, le goût, l'aération, l'environnement sonore avec peut-être de la musique, l'intensité lumineuse, amener des choses, amener des tissus. Donc effectivement, là-dedans, pour créer cette ambiance, on peut amener du matériel pour pouvoir mettre une ambiance spécifique. Par exemple, des enceintes de musique, des tissus, des lampes, des plantes. Autre variable, alors là, c'est une variable qui est plus dans l'improvisation,
c'est l'idée d'ajuster en temps réel la formation, la scénarisation, en fonction des endroits, des espaces où se placent naturellement les personnes. Ça m'arrive assez souvent que je prévois, on va faire telle séquence ici, telle séquence ici. Puis en fait, je sais pas, il y a un appel feng shui où je sais pas d'où ça vient. Je l'avais pas imaginé à l'avance et en fait, les personnes se mettent plutôt là ou plutôt là. Bah, du coup, je vais pas forcément contrecarrer. Je vais essayer d'aller avec, de tirer parti de ça. Une autre variable, c'est de réfléchir à la circulation des corps dans l'espace, la danse des corps, hein, de voir que ça soit facile, fluide, de pouvoir aller d'un espace à l'autre. Et puis, on l'a cité, vous avez commencé à le citer dans le chat en parlant d'utiliser le sol, des marelles ou en tout cas de mettre des choses au sol. On peut utiliser toutes les dimensions de l'espace. Alors évidemment, tous les murs, on peut par exemple accrocher des paperboards si on est à l'intérieur. Le sol, donc le parterre, pourquoi pas aller, on l'a fait une fois, c'était intéressant. Ça crée de la créativité, de la surprise, aller sur l'espace qui est au niveau du plafond, un petit peu comme la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Donc on va avoir des messages dans l'air. Pourquoi pas, on peut être un peu créatif. On peut imaginer aussi sur des temps un peu reposants ou d'intégration, de proposer aux personnes de s'allonger au sol, dans l'herbe ou avec des tapis. Là, merci pour les éléments là dans le chat. Et enfin, donc les composantes du rythme. Là, je les ai écrites. Donc rythme et espace sont intrinsèquement liés. Donc il y a des composantes sur lesquelles on peut jouer aussi. Donc le fait, voilà, juste de les citer pour l'idée simplement là, c'est d'ouvrir un petit peu quelques portes avec plein de choses que vous prenez déjà en compte, évidemment. Il y a évidemment tout ce qui est pause, silence, le rythme biologique, les horaires, on peut jouer sur ces variables-là. Il y a aussi, moi, en tant que formatrice, mon énergie, mon état de santé, de fatigue, de stress, mon biorhythme. La taille des groupes, c'est aussi une variable de rythme, ça rythme. Moi, je joue énormément sur cette variable-là, parce qu'on a un peu nos chouchous aussi, on a un peu nos zones de confort en fonction de nos habitudes, de qui on est. Moi, c'est vraiment une variable rythme que j'adore. C'est le fait de varier en fait la taille des groupes. On est en plénière, on est tous ensemble. Ensuite, un temps plutôt en sous-groupe, en binôme, et puis un temps seul de réflexivité. Puis on se retrouve ensemble, enfin de jouer avec ça. Évidemment, les méthodes pédagogiques, ça rythme, hein, actives, les méthodes actives, les méthodes magistrales, démonstratives et interrogatives. Et l'ambiance aussi, c'est une variable du rythme. Donc j'ai écrit convivialité, humour. Il y a des moments dans le rythme où on va être très concentré, où ça va être sérieux, où là on va plutôt aller inviter à ça, et d'autres moments plus de lâcher prise et d'humour. Et c'est du rythme aussi, ça. Donc il y en a plein. C'était pour ouvrir un petit peu le champ des possibles. Donc, pour cette troisième partie, on va porter notre intérêt sur construire le corps, notre corps déjà de formatrice, de formateur. Donc, notre corps, il est de fait support d'apprentissage quand on est, euh, quand on est formateur, formatrice, visuel déjà, parce qu'on est vu, notre corps, il est support d'apprentissage. Donc, on est mobilisé, debout, assis, plus ou moins statique, voilà. Suivant comment on est à l'aise avec notre corps et notre capacité à le mettre en scène, on va pouvoir l'utiliser comme un support d'apprentissage et déployer toutes nos créativités euh, pour le mettre en scène lors de témoignages, storytelling, conter des histoires, raconter des anecdotes, utiliser nos mains pour illustrer des objets, pour illustrer un propos. Il est de fait utilisé aussi quand on a des séquences pédagogiques où ça va être un geste ou quelque chose qui met en jeu le corps. Donc forcément, voilà, on montre l'exemple, le côté neuro-miroir va permettre de mieux comprendre et de mémoriser le geste à faire, l'action. Voilà, on peut mimer aussi. Ça va être des manières de, de transmettre, d'illustrer, de faire vivre au travers de son propre corps à partir du moment où on habite ce mouvement.
où on le vit vraiment d'une manière assez confortable, à l'aise, où on vit avec son corps ce qu'on est en train de dire. Voilà, donc ça va favoriser la compréhension, la mémorisation. Donc, tout à l'heure, on évoquait le fait que ça peut être plus ou moins difficile de mettre les stagiaires en mouvement. On va être plus ou moins à l'aise soi-même avec son propre corps. Donc, c'est quand même dire une composante importante du mouvement, de mettre en jeu le mouvement dans la formation. Ça va être d'être à l'aise soi-même avec son corps. Donc, le fait de mettre du mouvement et d'être soi-même en mouvement, ça va potentiellement induire des états internes positifs, mais comme le disait une personne dans le chat tout à l'heure, c'est potentiellement. C'est d'être en mouvement et d'être euh, bien dans son corps, on va dire, de prendre soin de son corps, de son bien-être, d'être détendu dans cet état à la fois joyeux et détendu pour former. Ça va être un état interne positif qui va pouvoir se transmettre. Et donc, des stagiaires qui vont être dans cet état-là, donc ça va être toute ces panoplies de séquences d'apprentissage ou entre les séquences d'apprentissage où on va pouvoir mettre les corps en mouvement pour favoriser voilà, la joie, le jeu, le plaisir, le rire. Euh, voilà, le bien-être et la détente, tout ça, ça va favoriser l'engagement et la motivation à apprendre. Et puis nous-mêmes, favoriser notre engagement et notre motivation à former. Donc on a une sorte de cercle comme ça, vertueux, qui qui peut faire boule de neige de manière très positive pour favoriser l'apprentissage. Voilà, donc concrètement, comment je fais pour me sentir bien? Bah, déjà, je vais partager. Tu peux revenir juste, Julie, sur la diapo? Voilà, je vais partager, je vais participer aux séquences brise-glace, aux séquences de relaxation. Voilà, je vais vraiment participer pour aussi prendre soin de moi dans ces moments-là. Et puis prendre soin, bien sûr, de mes moments de ressourcement. Donc, le scénario pédagogique, il peut être aussi revu avec une entrée avec une colonne, une entrée qui va être celle de quels sont mes moments où je vais prendre soin de mon état interne, où je vais prendre soin de mes ressourcements. Donc, est-ce qu'il y a assez, par exemple, de séquences où les stagiaires vont être en autonomie pour que dans ces moments-là, je puisse, moi, me ressourcer. Il y a cette chorégraphie aussi, là, en parallèle. Voilà, donc ensuite, on va aborder la question, on va dire, de cette pédagogie du mouvement, cette pédagogie des perceptions que Julie nommait tout à l'heure, qui s'appelle la somatopsychopédagogie. Mais voilà, en préliminaire, on va aborder le sens du mouvement, c'est-à-dire la proprioception. On appelle ça comme ça. C'est Sherrington, un physiologiste anglais, euh, au, au- au début du 20e en fait, début 1900, qui a nommé en fait ce sens-là. Donc on est dans le domaine de la perception. Donc on connaît les cinq sens, qui sont des sens qui permettent de percevoir l'extérieur, on les appelle des sens extéroceptifs. Donc principalement on utilise la vue et l'ouïe. L'odorat, toucher, le goût, beaucoup moins. Et donc en formation, voilà, c'est principalement la vue et l'ouïe. Et donc ça, c'est des sens qui permettent de percevoir l'extérieur. Notre attention porte à l'extérieur. Et la proprioception, c'est un sens qu'on appelle interoceptif. Il nous permet de nous percevoir. Donc c'est à la fois, la proprioception, c'est à la fois le sens du mouvement. Il permet de percevoir la position des parties de notre corps dans l'espace, des changements d'équilibre, notre tonus musculaire. Voilà, ça c'est la proprioception des capteurs, hein, des capteurs de la perception dans notre corps. Et Sherrington, il l'a appelé le sixième sens. C'est que en même temps, ce sens-là, ce sens du mouvement, il nous permet de sentir, d'habiter notre corps, de sentir qu'on connaît notre corps, voilà, notre schéma corporel, ce sentiment d'existence, d'exister au travers de notre corps. C'est ces mêmes capteurs de la proprioception
qui nous permettent de sentir ça. Donc, se sentir, sentir notre présence. Vous voyez, il y a à la fois le sens du mouvement, c'est ça qui est assez génial, c'est que au travers du mouvement, on peut solliciter la présence, l'attention, l'engagement, la motivation à partir du moment où on va rentrer dans un corps qui va être habité, vivant, voilà, où on sollicite le vivant de soi. C'est le même sens, c'est la proprioception qui nous permet de nous sentir en mouvement et de sentir qu'on est incarné, voilà, qu'on est vivant dans notre corps. Donc voilà, pour ce sens du mouvement. On dit aussi, on l'appelle le premier sens, le premier de tous les sens, parce que c'est ce sens du mouvement qui permet de donner, de, de donner j'allais dire de donner du sens aux autres sens, de donner du goût, de la profondeur aux autres sens, en fait, qui fait que une fleur, en fait, bah, c'est quand je la vois, c'est plus qu'une fleur, et puis il y a cette odeur, et puis ça m'émeut, c'est la poésie, c'est voilà, c'est tout ce vivant de la vie, en fait. Et c'est ce sens-là qui est le premier sens et qui donne de la profondeur et de la poésie du vivant aux autres sens. Voilà. Donc juste un petit mot sur la pédagogie de la perception, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. C'est né dans les années 70-80. Un, un kiné-ostéo avec toute son équipe, hein, bien sûr, mais qui a développé la fasciathérapie au départ, hein. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est à l'époque où on découvrait l'importance des fascias, qui sont des tissus organes des tissus en fait, des tissus qui entourent tous nos organes et qui vont dans la profondeur de nos organes et ils sont vascularisés, innervés et plein de propriocepteurs. Donc ils sont tous reliés entre eux. Donc au début, ils ont développé voilà, une approche qui était plus de rééducation fonctionnelle et ils se sont rendus compte que quand les personnes étaient touchées de cette manière-là, ils avaient beaucoup de choses à raconter. Donc ils ont des choses de leur profondeur, hein. Donc ils ont développé la somatopsychopédagogie qui est une approche, une pédagogie d'écoute du corps. Donc, Danny Bois, bah, depuis, voilà, il y a eu un long parcours. Il est docteur en sciences de l'éducation. Ils ont développé une discipline universitaire. Donc, il y a des doctorats, des diplômes universitaires, des masters euh, dans ces disciplines-là. Donc, on étudie les liens entre le mouvement, la pensée et l'action. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le cerap.org. C'est le Centre d'études et de recherche appliquées en pédagogie perceptive. Voilà, vous verrez tous les domaines dans lesquels ça peut être utile, et notamment la formation. Donc on a quatre outils. Là, vous avez pu un peu goûter l'introspection sensorielle au départ. Vous verrez tout à l'heure, on pourra faire l'expérience d'un mouvement sensoriel. Voilà, un outil qui est important, c'est la verbalisation. C'est-à-dire que cette éducation à l'intelligence du corps, elle se fait en même temps, conjointement, euh, à poser des mots. En fait, on enrichit notre vocabulaire. On n'a pas l'habitude de poser des mots sur ce qu'on perçoit. Donc voilà, c'est cette intelligence du corps, cette faculté à poser notre attention sur notre perception corporelle, ça s'entraîne. Donc dans notre formation qui s'appelle Habiter le corps et l'espace, on a cet entraînement à l'écoute du corps et on va développer notre capacité à percevoir, sentir, pouvoir s'appuyer sur nos repères internes pour former aussi. Et, voilà, et donc là, il y a ce petit schéma-là qui montre que le corps, les corps, support d'apprentissage, c'est vraiment à la jonction, au carrefour entre le prendre soin et faciliter l'apprentissage. On a les deux. Je ne sais pas si ça a été clair, vous pourrez poser des questions hein, de toute façon. Voilà, pour résumer un petit peu, voilà, on a le mouvement, oui, mais encore mieux quand c'est dans un corps qui va être habité, où on va pas se sentir objetisé. Parce que le risque, c'est ça, en fait, c'est de rentrer dans des propositions où les personnes vont se sentir, allez, on fait ça, on bouge, et puis bon, en fait, ils n'ont pas tellement envie de le faire, ils se sentent un peu obligés. Voilà. Donc voilà, c'est rentrer dans un espace ou dans un corps vivant, habité, où là, on va pouvoir engager encore plus de présence, de qualité d'écoute.
de vivant, de bien-être, voilà, de plaisir, d'engagement, de motivation et de compréhension. Donc des choses très très simples à faire, hein, avec- c'est pas compliqué, mais voilà, c'est comme on disait au départ, c'est deux petites minutes entre chaque séquence où on va pouvoir prendre le temps d'intégrer un petit moment d'atterrissage au départ de la formation où chacun va arriver chacun avait eu un peu peur d'être en retard, avait emmené les enfants à l'école. Enfin, oui, il y a cette urgence le matin là, prendre le temps d'atterrir avant de commencer, voilà. Une petite sieste méditative après le repas. Puis voilà, régulièrement des interséquences où on ferme les yeux, on respire, on ralentit. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous aussi. Voilà. Donc, pour illustrer ce propos, qui peut paraître un peu, peut-être pour certaines d'entre vous, euh, un peu abstrait, je vous propose d'en faire l'expérience dans un mouvement debout. Donc, si vous êtes partante, on va se lever. Je vais enlever ma chaise. Donc, ça va être, l'idée, c'est de poser l'attention à l'intérieur. Donc, on va être centré sur notre ressenti corporel, notre perception intérieure. Donc ça, c'est le chemin privilégié, vous avez compris, pour développer notre présence dans l'instant. Et l'autre chemin, c'est la lenteur, voilà, ralentir. Après, ça peut être ralentir pour mieux accélérer, hein, mais c'est revenir à soi, ça demande ce petit moment de ralentissement. Et voilà, un peu de silence. Donc ça veut dire là, on va fermer les yeux, on va pas parler. Enfin, je vais vous guider. Ça va pas être long, hein, juste même pas 10 minutes. Hein, voilà. On va, on va déjà dans un premier temps poser notre attention sur nos appuis des pieds au sol. Comme je vous disais, les appuis, c'est ce qui nous permet de nous percevoir. Au début, se percevoir, c'est voilà, les appuis, c'est comme ça faisait caisse de résonance, ça nous permet de percevoir. Quand on est assis, bah, il y a aussi les ischions sur la chaise, le dos. Mais là, c'est juste les pieds. Donc, les appuis des pieds au sol, ils sont importants. Donc, voilà, qu'est-ce que vous percevez de vos appuis? Est-ce qu'ils sont plutôt vers l'intérieur, vers l'extérieur? On va déverrouiller les genoux. Et la tension du corps, on n'a pas, souvent dans notre posture, pour bouger, on n'a pas besoin d'énormément d'énergie. On peut être dans un tonus un peu trop qui va être au final fatigant. Donc juste, voilà, déverrouiller les genoux, l'attention des pieds, notre attention portée sur les pieds, voilà, super. Et là, au début, on peut imaginer qu'on est comme dans un tube, notre corps est dans un tube vertical, et on va se laisser glisser vers le bas. Notre bassin, comme si c'était notre bassin, un ascenseur, et on va le laisser glisser vers le bas. Allez, top, pouf, on se laisse glisser dans le tube vers le bas, donc nos genoux avancent. Hop, voilà, super. Et ensuite, on va imaginer qu'on a une petite ficelle au sommet du crâne qui est accrochée au plafond, et c'est la ficelle qui va nous relever. Allez, hop, c'est parti, ça nous relève. Les genoux reculent. Voilà, super. On va remonter dans notre tube. Et puis on va redescendre. C'est parti. Hop, le bassin glisse dans son tube. Comme un ascenseur, les genoux avancent. Voilà, super. Et ensuite, on va imaginer qu'on a des petites ficelles au niveau des poignets. Et ces petites ficelles, elles vont nous emmener les poignets à l'horizontale. Allez, hop, c'est parti. C'est les ficelles qui nous emmènent les poignets à l'horizontale. Les genoux reculent, on remonte dans le tube. Tout de nous en même temps. Super. Et top, on laisse redescendre. Et comme si vous caressiez l'air avec les mains, tout doucement. Notez le glisser des vêtements sur la peau. Voilà, super. On reprend les trois petites ficelles, sommet du crâne et poignet. Et hop, c'est parti. Les genoux reculent. Tout de nous, dans cette même lenteur, se laisse emmener vers le haut. Que tout de nous arrive avec les bras à l'horizontale. Voilà, et ça redescend. Super.
Voilà, comme si l'air avait une épaisseur ou on caresse l'air. Voilà, une dernière fois. On reprend les petites ficelles au niveau des poignets et sommet du crâne. Et top, c'est parti. On se laisse faire. Voilà. Un peu comme si on déployait nos ailes. Voilà, super. Voilà. On va juste laisser redescendre les bras. On reste dans cette posture verticale. Les genoux déverrouillés, mais voilà. Donc ça, c'était ce premier temps. Et le deuxième temps, on va se servir le thé. C'est-à-dire pour célébrer ce moment qu'on a passé ensemble, on va se servir le thé, mais un thé imaginaire. Donc on a toujours les yeux fermés. Là, on est dans cette position verticale. Là. Voilà, je vais continuer à vous guider. Donc on va imaginer que devant nous, on a une théière et une tasse. Okay, devant nous, vous avez chacun d'entre nous a une théière et une tasse. Et avec la main gauche, on va aller prendre cette tasse, mais c'est la tasse qui va attirer notre main. Vous sentez la tasse qui attire votre main, un peu comme un aimant. Voilà, la main est attirée, voilà, tout votre bras qui avance presque tout seul pour attirer cette tasse. Voilà, super. Vous avez la tasse dans la main. Et pareil avec la main droite qui va être attirée par la théière. Allez, tout doucement. C'est la lenteur qui permet de percevoir. Super. Là, vous attrapez cette théière et vous allez vous servir le thé. Mais en fait, c'est la théière toute seule qui va servir le thé. Et vous vous accompagnez. C'est tout. La théière sert le thé dans la tasse. Puis la tasse se repose devant vous. Et la main continue son trajet. Voilà. Sentez du bout des doigts comment paraissait l'air. Puis vous allez boire cette tasse. Donc, la tasse, elle est attirée vers vous. Vous allez boire cette tasse délicieuse. Vous allez inspirer. Voilà, super. Puis le bras va se redéposer de l'autre côté, tout près de votre corps. Voilà, super. Voilà, donc cette expérience-là, elle est terminée. Vous avez vécu là une expérience qui est sensorielle, avec un corps habité. Vous étiez dans l'expérience. Je reviens vers vous. Oui, donc pour conclure, c'est le vivant en fait, hein, le vivant au service de l'apprentissage et au travers du corps en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. On a vu qu'il y avait un enjeu qui était de reconstruire la présence à soi-même et puis d'inviter en fait le plus possible les stagiaires à renforcer leur attention et leur présence grâce à cet outil-là qui va être ce mouvement incarné de plein de manières avec la palette que vous pourrez déployer. Voilà, et derrière ça, il y a aussi cette idée de former de manière moins cérébrale et moins fatigante, à la fois pour soi-même et puis pour les stagiaires aussi.